tous et bienvenue à votre émission de santé. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous allons parler aujourd'hui d'une question assez taboue qu'on aborde très peu mais qui existe. Nous avons décidé de parler aujourd'hui de la sexualité des personnes handicapées. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. À tout de suite. La sexualité est quelque chose d'important, de fondamental, de même vital pour un être humain. Mais est-ce que tous les êtres humains jouissent de cette sexualité au même titre ? Pas très souvent. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la sexualité d'une catégorie de personnes, des personnes en situation d'handicap, qui est un sujet assez tabou. Et justement, pour en parler, j'ai sur mon plateau deux spécialistes de santé et nous essaierons de parler, d'aborder certaines questions liées à cette problématique. J'ai à ma gauche le docteur Sanogo. Avec lui, nous allons parler de la sexualité des personnes handicapées. Et à côté de moi, j'ai Jean-Paul Kwame, qui est lui sexologue clinicien, et avec lui également nous parlerons de cette question, et avec le sexologue nous aborderons les questions un peu plus intimes, les positions, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors je commence avec le docteur Sanogo Ismaël. Docteur, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Kwame. Bonjour Miss Baye. Je commence avec le docteur Sanogo. Docteur Sanogo, que comprendre lorsqu'on parle de la sexualité des personnes en situation d'handicap? Merci bien. Ici, il faut faire une nuance au niveau de la terminologie. C'est bien qu'on parle de personnes en situation d'handicap, mieux que personnes handicapées. Okay. Mais pourquoi et en fait, la problématique ici, c'est beaucoup de personnes se posent des questions, surtout les personnes vivant en situation d'handicap, se posent des questions en ce qui concerne leur sexualité. Je veux faire l'amour. Est-ce que je peux trouver une partenaire à mon endroit? Et donc, ces situations-là mettent ces personnes-là dans des situations qu'on est obligé de discuter. Et donc, pour justifier cette demande-là, ils mentionnent le besoin, le désir et surtout le désir de besoin sexuel, comme tout le monde. Et ils revendiquent le droit de pouvoir avoir un plaisir sexuel avec une personne, avec une autre personne. Et donc ici, se pose ici une certaine nuance. La nuance, c'est que ces personnes souffrent. Toutefois, ces personnes sont amenées à souffrir, mais ces personnes aussi se posent la question de savoir, elles sont des personnes désirantes, mais elles se posent aussi la question de savoir, est-ce qu'elles peuvent être aussi l'objet de désir? Et donc, ici, la problématique se met sur deux points. On a, dans un premier temps, l'identité de la personne, c'est-à-dire vivre sa sexualité comme tout le monde suppose qu'on considère cet individu-là comme une personne à part entière. Le deuxième élément, c'est le pouvoir de l'attirance, c'est-à-dire arriver, par exemple, à être dans un premier temps, avoir l'attirance dans un premier temps, et puis ensuite le désir de la personne aimée. Pourquoi, dans ce cas-là, la sexualité de la personne en situation de handicap est un sujet assez tabou sous nos cieux? Généralement, c'est un sujet tabou parce que sous nos tropiques ici, il y a la perception de la personne vivant en situation de handicap. On l'aperçoit comme une monstruosité, dans un premier temps, ou comme un sous-humain. Et ils ont un sous-humain, surtout dans la sphère sexuelle et la sphère affective. Et donc, ce qui nous amène à dire que la vie sexuelle de ces personnes-là sera encline à être revêtue de caractéristiques d'une monstruosité, et surtout, et cela nous amène à dire que est-ce qu'il faudrait parler de la légitimité ici de l'acte sexuel de ces personnes-là. Et donc, cette légitimité se pose et l'opinion publique se dit, est-ce qu'il faudrait accepter que ces personnes aient des rapports, une relation sexuelle, sinon ils pourraient faire des enfants aussi qui seront une monstruosité comme eux. C'est là un peu la problématique. Donc voilà. C'est une vue de l'esprit, si on veut. C'est une vue de l'esprit, voilà. On pense que s'il doit avoir enfant,
Ou bien naissance. Naissance, on se dit que comme ils sont handicapés, ils feront des enfants handicapés, ce qui n'est pas juste. Voilà, c'est ce qui emmène cette idée. Ça amène cette idée qui fait que dans nos sociétés, on les marginalise un peu. Est-ce que la sexualité et la vie active ont la même approche quand il s'agit de la personne handicapée physique et quand il s'agit de la personne handicapée mentale? Il faut savoir que la vie affective est un mode d'expression de la sexualité, dans un premier temps. Okay. Or, dans notre société, la société ici n'accepte pas, n'admet pas que la personne vivant en situation de handicap soit en phase avec une sexualité. Parce que pour elle, par définition, la personne vivant en situation de handicap est une personne qui est dépendante d'un tiers. C'est-à-dire qu'elle n'a pas toutes ses capacités, elle va dépendre d'un tiers. Or, la sexualité relève de l'intimité. Donc, comment faire entrer quelqu'un dans l'intimité? Donc, cela nous amène vers une notion dont on parlera plus tard, qui est l'accompagnement érotique, qui est fait entrer un tiers dans l'univers très restreint de la sexualité. Docteur, la question c'était, est-ce qu'on a la même approche de la sexualité selon qu'il s'agisse d'un handicapé mental et d'un handicapé physique? On peut être handicapé physique et avoir toutes ses facultés mentales, mais est-ce que quelqu'un qui est déficient mental peut assumer la vie affective, la vie sexuelle? On peut répondre par l'affirmative et par la négative. D'abord par la négative parce que la personne soit handicapée physique ou mentale, cet handicap-là amène à penser à une notion de vulnérabilité. Oui. Voilà. Maintenant, oui, parce que ici, il faut faire le distinguo. Une personne qui est handicapée physique, la différence avec l'handicapé mental, c'est que l'handicapé physique a le jugement et le raisonnement. Donc, ce qui fait que cet individu a la capacité de discerner. Ce n'est pas le cas de l'handicapé, les personnes vivant en situation de handicap, surtout la notion d'handicap mental. Là, le jugement et la raison faisant défaut, on pourrait penser que cette personne-là est une victime. Et donc, si on parle de victime, on parle de bourreau. Alors, c'est de là que découle le fait qu'il faut essayer de faire la nuance entre l'handicapé physique et l'handicapé mental, parce que l'handicapé physique, lui, il a encore le jugement et le raisonnement et donc le discernement, ce qui fait défaut chez l'handicapé mental. De votre position de psychologue, de psychiatre, est-ce qu'on doit permettre à un handicapé mental d'avoir des rapports sexuels, d'avoir une vie sentimentale, une vie affective qui peut déboucher à des rapports sexuels? Ça dépend ici du type de pathologie mentale qu'il a. Il y a des pathologies mentales pour lesquelles quelqu'un qui est déprimé, la dépression est une pathologie mentale. Donc, chez les déprimés, c'est possible. Par contre, chez les patients qui vraiment traversent des psychoses, c'est-à-dire des pathologies où l'individu lui-même ne se reconnaît pas comme malade. Et donc, c'est dans l'expression de son comportement qu'on se rend compte qu'il est malade. Dans ce cas-là, il faut faire très attention à l'amener, à l'adresser vers une relation de vie de couple. Voilà. Très bien. Alors, j'ai aussi sur mon plateau Jean-Paul Kwame, qui est lui sexologue clinicien. Et là, j'ai une question pour vous. La première question, monsieur Jean-Paul Kwame. Comment se traduit concrètement la sexualité d'une personne en situation de handicap? On va entrer dans l'intimité, les positions. Comment se traduit concrètement? Il me sera difficile de traduire la sexualité de façon particulière des handicapés. Il faut noter que les handicapés, la vie affective et sexuelle des handicapés est une valeur ajoutée à leur existence. Donc, je peux dire qu'ils considèrent plus la sexualité, qu'ils voient plus la sexualité comme un point, comme un acte qui va leur apporter un ouf dans leur vie. Sinon, la façon dont X, L ou Z pratiquent la sexualité, c'est la même chose pour la personne en situation de handicap. Il faut noter aussi que tout dépend du handicap
et tout dépend du degré d'handicap. J'allais en venir. Tout dépend du handicap. Docteur, vous pouvez intervenir. Tout dépend du handicap et du degré d'handicap. Donc, on va aller, il y a plusieurs types d'handicap. On va commencer par, on va parler des handicaps physiques. Quel type de sexualité est approprié pour quel type d'handicap physique? Là encore, le terrain est vaste. On dirait que je n'aurai pas la réponse à mes questions aujourd'hui. Là encore, le terrain est vaste. Parce que quelqu'un qui a peut-être mal au pied droit, on ne va pas... C'est plutôt à lui de décider quelle position... Qui lui sied le mieux. Qui lui sied le mieux et où il est à l'aise. Donc ce n'est pas au sexologue ou au psychiatre de lui dire voici la position que tu dois pratiquer. Aux personnes même dits normaux, quand ils arrivent, souvent en consultation et qu'ils demandent mais docteur, quelle serait la position idéale? Moi je leur dis toujours mais c'est toi qui es bien placé. Donc c'est la même chose pour la personne en situation de handicap. Il est mieux placé pour savoir quelle position lui fait pas mal au pied, quelle position ne pèse pas sur le ventre, quelle position lui permet d'être bien dans son ébat jusqu'à la fin. Docteur, vous répondez quoi à ça? Oui, je me dis que surtout dans les handicaps physiques, il faut dire que l'individu est lui amené à trouver la situation idoine qui lui permettra de pouvoir se mettre à l'aise parce que le but final, c'est de retrouver du plaisir. Et donc, si on veut trouver du plaisir, on cherche la position idoine qui nous apportera au summum. Et donc, ici, en fonction de l'handicap, le plaisir sexuel sera fonction de telle sorte qu'on n'ait pas à biaiser le rapport. Voilà. Est-ce que la vie sexuelle d'une personne en situation d'handicap, selon que on peut différencier les sexes, change? Par exemple, si c'est une femme en situation d'handicap, est-ce que le rapport est plus fluide quand c'est la femme ou bien plus compliqué, ou bien quand c'est l'homme, c'est plus fluide? Non. Bon, je pense que une fois que la personne est handicapée, tout se passe dans l'esprit. C'est un état d'esprit. Il y a des personnes qui sont handicapées, qui ont peut-être une vie normale, qui ont eu une vie normale et puis au cours de la vie ont vécu un drame qui les amène à être handicapés. Donc tout se passe dans l'esprit. Parce qu'il faut se dire, je peux avoir l'handicap, mais si je minimise cet handicap-là, je peux me retrouver dans une vie beaucoup plus affective et sexuelle, beaucoup plus épanouie. Tout est une question de comment on accompagne l'individu dans cette relation-là. Si cet individu qui traverse cette situation-là a une partenaire qui le comprend, qui l'aide à passer cet handicap-là, je pense que la transition se fera aussi facilement. Mais si on a toujours en train de te faire comprendre que c'est vraiment ta nouvelle posture ne nous arrange pas, et chaque fois qu'il reçoit cela comme un effet de boomerang, il va finir par entrer en lui-même, il va rentrer dans une introspection. Et cela va le conduire dans un état de dépression. Donc l'handicap physique va devenir un handicap mental par la suite. On va être pratique. Pour une personne souffrant de paraplégie, voilà. Comment avoir une vie sexuelle qui est toujours dans un fauteuil roulant, qui est peut-être couché, qui ne peut rien bouger? Comment avoir une sexualité épanouie? Est-ce que la sexualité, c'est toujours l'acte de la pénétration? Je voudrais qu'on soit concret. À chaque type d'handicap physique, par exemple le paraplégique, quelqu'un qui souffre par exemple d'une amputation des jambes, comment vivre une vie sexuelle en fonction de son handicap, docteur? D'abord, il faudrait que cette personne-là fasse la demande. Ça, c'est la première exigence. Est-ce qu'il a besoin de ça pour être heureux, pour être épanoui dans son existence? Tout le monde a besoin de sexualité, à moins qu'on ait fait le vœu de s'abstenir. Non, les femmes par rapport aux hommes ne demandent pas beaucoup la sexualité. Les femmes en situation de handicap demandent moins la sexualité par rapport aux hommes en situation de handicap. Donc voilà pourquoi je dis, est-ce que cette personne-là demande? Si oui, ben on va l'assister. On va l'assister.
puisque cette personne-là aura du mal à sortir et à parler. D'ailleurs, je reçois souvent des cas, des personnes dits normaux, comme vous et moi, qui arrivent en consultation et qui disent « Ah, moi, je n'ai pas de copine depuis tel nombre d'années. Pourquoi? Je ne me sens pas assez belle, je ne me sens pas assez séduisant, donc je ne drague pas, je n'ose même pas approcher un homme ou à donner mon numéro à un homme. Expliquez-moi pourquoi vous ne sentez pas. Non, je pense que mes fesses sont trop plates, je pense que mon nez est à telle forme. Donc, c'est la même chose. Cette personne-là aussi, le mot handicapé peut s'élargir à ces personnes-là. Parce que lorsqu'on regarde aussi la définition du mot handicap, c'est quoi? C'est l'incapacité à faire quelque chose. Aujourd'hui, l'handicap dont nous parlons ici, il s'agit de l'handicap physique et mental. Mais quelqu'un qui a du mal à séduire, finalement, va aussi être un handicapé psychologique, comme Dr Sanogo l'a dit. À force d'y penser, à force de penser qu'on n'est pas capable de séduire, à force de penser qu'on ne peut pas draguer parce que, on va être finalement un handicapé psychologiquement. Et donc, cette personne dont vous parlez, qui est en fauteuil roulant, qui n'arrive pas à sortir, a besoin immanquablement d'assistance. A besoin d'assistance du début à la fin. Ok, parlons d'assistance. On va aborder un autre pan de notre sujet. Dans plusieurs pays européens, on parle aujourd'hui de l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est d'abord l'assistance sexuelle aux personnes en situation de handicap, Dr Sanogo? L'assistance pour les personnes en situation de handicap, c'est essayer ici de faire un accompagnement qui est érotique, avec dans le but de raviver le plaisir sexuel, sensuel et puis érotique chez ces personnes vivant en situation de handicap, mais qui en font la demande. Qui en font la demande. Rien n'est imposé. C'est quand ces personnes font la demande qu'on les assiste. Mais sur le plan légal, ici c'est sur le plan médical, mais sur le plan légal, c'est là, ça s'apparente un peu à de la prostitution. Voilà. Donc il faut faire. Ça pose problème. Ça pose problème parce que c'est la personne qui vient par exemple donner ses services essaie de les monnayer. Parce que tu ne viendras pas essayer de porter assistance à un individu, surtout sur le plan sexuel, parce que au bout du lot, il aura un plaisir. Et ça, c'est un acte qui relève de la prostitution. Donc ici, l'accompagnement sexuel, ici, c'est dans le but de raviver sur le plaisir sexuel, sensuel et érotique, mais il faut le consentement de l'individu. Voilà. Jean-Paul Kwame, vous, de votre position de sexologue, est-ce que cela peut s'appliquer à nos réalités ici en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire? Difficile. Pourquoi? Vraiment difficile. Avec nos réalités, notre éducation, notre culture, notre vision, nos croyances ici, ça sera compliqué. Déjà en Europe, l'Europe qui est la France, plus spécifiquement, qui est considéré comme notre miroir, celui qui nous trichons souvent tout, qui est en avance, dit-on, sur nous, Africains. Mais cette activité est considérée comme tabou, d'abord, et comme illégale. Donc, imaginez l'Europe qu'on dit émergent, évolué, mais vous allez déporter ça ici, en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui est catastrophique dans ça? Ici, je serais un peu nuancé parce que je me dis que nous sommes dans un phénomène. Là, vous n'avez pas le même point de vue. Nous sommes dans un phénomène. Le sexologue dit. Oui. Moi, je ne voudrais pas être catégorique parce que je me dis, nous sommes dans une situation où nous sommes dans un phénomène d'urbanisation. Aujourd'hui, nous avons l'éthique. Aujourd'hui, nous avons toutes les possibilités pour être déjà en phase avec le monde, l'univers de la télécommunication, de l'Internet. Donc aujourd'hui, on est amené plus ou moins à chercher des solutions à notre handicap. Et de plus en plus, c'est comme, on dirait par exemple, aller à une consultation de sexologie. Quelqu'un dirait, mais pourquoi?
C'est quoi? Mais c'est important parce que ça nous permet de voir d'autres horizons. Et c'est la même chose pour l'accompagnement érotique. Si on dit par exemple que vous avez besoin de ça, c'est vrai que nous vivons dans une société où il y a le regard, il y a les us et coutumes, il y a tout ça qui nous envoie. Et il y a aussi l'autre versant qui est le versant de la religion. Il y a beaucoup de pendants, mais c'est l'individu, c'est à lui de savoir ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il doit tirer de ces situations. Avec tous ces phénomènes-là, c'est à lui de regarder et de voir qu'est-ce qu'il en tire, qu'est-ce qui est meilleur pour lui. Et donc, il rentrera dans la situation si ça l'arrange ou pas. Mais je dis que de plus en plus, avec ces phénomènes d'urbanisation, avec la société qui est grandissante, on ne doit pas rester fermé. On ne doit pas rester fermé. Et je sais que ce sont des choses qui se font, mais dans des milieux fermés. Dans des milieux fermés, et ça se fait de bouche à oreille. Il faut que quelqu'un, un initié, soit dedans et qui vous introduise. Voilà. Sinon, ces personnes existent, mais c'est encore un cercle fermé parce que la législation ici n'a pas encore légiféré dessus. Et donc, ça fait que c'est un peu entrer dans un monde qui est un peu fermé. Voilà. Un peu clandestin. Clandestin, voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Aujourd'hui, je rappelle que nous avons parlé de la sexualité des personnes en situation d'handicap. Et là, je suis avec Dr Sanogo Ismaël, qui est psychiatre, et Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Il est conférencier. Avec eux, on a abordé ce thème. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je voudrais, docteur, de part et d'autre, que vous puissiez donner votre dernier mot concernant ce sujet, la sexualité des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on ne doit plus voir cela d'un mauvais œil? Qu'est-ce qu'on peut se permettre même en tant que personne en situation d'handicap? Monsieur Jean-Paul Kwame. D'accord. Moi, je suis d'accord avec l'activité d'assistance sexuelle. Et ça n'engage que moi. Ça n'engage que Kwame Jean-Paul. Parce que les personnes en situation de handicap n'ont pas tous les moyens pour sortir, comme vous et moi, regarder ce qui lui plaît, draguer et revenir à la maison, faire ce qu'il a à faire. Donc ces personnes-là ont besoin de notre aide à tous les niveaux. Voilà. Voici ce que Docteur Sanogo. Oui, moi je dirais la même chose, simplement que je dirais il faut que la société soit beaucoup plus aimable vis-à-vis des personnes vivant en situation de handicap. Ce ne sont pas des sous-hommes. Ce ne sont pas des sous-hommes, ce ne sont pas des monstres. Ce sont des personnes qui ont droit à la vie. Ce sont des personnes qui ont besoin aussi d'être aimées, qui en même temps qui donnent de l'amour, mais qui ont besoin aussi qu'on les aime. Et ce sont des personnes qui veulent vivre leur sexualité. Ce sont des personnes qui demandent à avoir un regard comme tout autre regard qu'on a sur les êtres humains, mais à une condition que eux-mêmes là, ils apprennent aussi à se considérer comme étant normaux. Parce que tout se passe dans la tête. Une fois que tu te considères en deçà de la norme, tu finis par te créer l'handicap physique que tu as, tu finis par te créer des problèmes psychologiques qui vont finir par te rendre beaucoup plus sous-homme comme le pense la société. C'est un peu comme vous avez un enfant dans une famille. Si vous continuez, vous passez tout votre temps à dire à un enfant qu'il est bête, l'enfant va finir par intégrer qu'il est bête. Il faut que les personnes vivant en situation d'handicap ne se considèrent pas comme handicapées dans leur esprit, sinon ils finiront par se considérer sous-hommes. Voilà. Merci, docteur Sanogo Ismaël. Merci, Jean-Paul Kwame, sexologue clinicien. Avec vous, nous avons parlé aujourd'hui de la sexualité des personnes en situation d'handicap. Alors, cette émission s'achève ici. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous retrouve demain, vendredi, pour terminer en beauté la semaine. Et le jeudi prochain, je recevrai encore d'autres spécialistes de santé. À bientôt.